Pour notre rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals, semaine un peu plus calme en NBA, enfin seulement en apparence, car je vous assure, il s'est passé beaucoup de choses sur et même en dehors des terrains. Le programme du jour reste donc quand même chargé et beaucoup de sujets seront abordés, mais comme toujours, je ne serai pas seul, puisque je suis accompagné de Victor Richard. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, écoute, super, semaine quand même intéressante, de belles petites stats. Ouais, toujours avec James Harden, hein, on va le voir très vite, mais qui enchaîne les très très grosses perfs, des perfs all-time même. Donc, Il est toujours là, mais avant de commencer, Victor, je voudrais quand même qu'on rentre direct là dans un petit débat. Alors on le sait, Victor, souvent en NBA, les équipes ont leur leader et puis souvent il est accompagné d'un lieutenant, on va dire. Et ensemble, hein, voilà, ils ont la mission un peu de mener l'équipe et de la faire gagner. Donc toi, Victor, j'aimerais savoir quel est pour toi le meilleur duo en NBA. Alors c'est assez difficile parce que cette année il y en a trois gros duos qui font des perfs vraiment monstrueuses, mais je vais quand même privilégier le duo des Warriors avec Steph Curry et Kevin Durant qui enchaînent les matchs. Et quand il y en a un qui est moins bon, l'autre il step up et il fait un match monstrueux. Quand les deux sont monstrueux, le match est plié tout simplement. Et en plus j'ai l'impression encore que cette saison ils sont pas au top de leur forme et que quand ils vont se réveiller, qu'ils vont décider de gagner leur match, ils vont gagner leur match tout simplement. Ouais, on a encore l'impression, c'est vrai qu'ils jouent un peu avec le frein à main et ça veut dire que peut-être que la deuxième partie de saison sera encore plus intéressante. Juste au niveau statistique, ils sont quand même à tous les deux à 57 points, 12 rebonds, 12 passes. Ouais, ils tournent quasiment à 30 points chacun, ça veut dire, hein, donc Ils voilà. mettent quasiment la moitié des points de l'équipe, quoi. Donc si on parle d'eux, c'est qu'ils pourraient tous les deux être potentiellement MVP cette saison. Et ce ne sera pas le cas parce qu'a priori, c'est James Harden qui va avoir les faveurs des votes. Mais Pour le moment, enfin bon, on en est qu'à la on est qu'à mi-saison. mi-saison en effet. Mais pour l'instant, ils n'ont pas les stats suffisantes pour aller chercher le titre MVP. Ils pourraient clairement tous les deux être MVP cette saison, même si James Harden pourrait avoir les faveurs des votes. On sait qu'on est à la mi-saison et que les choses peuvent changer, mais il est bien parti pour se succéder à lui-même. Mais ça n'empêche que les deux, c'est capital de les avoir dans son équipe et il t'apporte un nombre de victoires incalculable, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, on peut quand même le rajouter, ils ont la chance d'avoir un Klay Thompson en troisième homme. Ouais, puis même un Draymond Green qui est peut-être un peu moins performant cette saison, notamment en défense, mais les quatre, et avec DeMarcus Cousins qui arrive, qui est prévu de retour le 18 janvier, cette équipe me fait très très peur. Ouais, on va voir ce que ça donne, je suis d'accord. Et alors, deuxième question, un autre duo, mais cette fois-ci, un peu un duo que tu n'attendais pas et qui t'impressionne. Moi, c'est chez OKC. Avec Russell Westbrook, hein, on le sait, qui est monstrueux. Même si cette saison, il est un peu moins en scoring et plus à la passe au rebond. Mais c'est son acolyte, Paul George, qui fait une saison incroyable, qui tourne quasiment à 30 points également par match, entre 25 et 30, je dirais. Je n'ai pas la stat exacte, mais les deux, ça fait un duo fou. Ils sont troisième au classement. Et ce duo est très très bon. Peut-être pas au niveau des deux qu'on a mentionnés juste avant, Durant et Curry, mais voilà, ils sont incroyables. Ouais, il est là, il sera dans le débat pour le titre de MVP. Je pense qu'à cette équipe d'OKC, je sais pas ce que tu en penses, Victor, mais le départ de Carmelo Anthony leur a fait un bien fou. Ouais, ça a redonné de l'entrain à cette équipe, peut-être un équilibre qu'ils avaient perdu. Et peut-être que ça a libéré même Paul George dans le scoring, puisque évidemment, quand Carmelo était là, il prenait ses shoots et il les ratait. Spécial Carmelo depuis quelques saisons. Et là, c'est Paul George qui les prend et il les met, et ça fait la diff. On peut pas tous être Vince Carter et mettre encore les 3 points à 42 ans. Moi, juste, j'en ai choisi un autre duo un peu inattendu. Alors, James Harden, évidemment, mais avec Clint Capella. Surtout pour parler de Clint Capella, parce qu'il le mérite, honnêtement. Il fait une saison magnifique pour lui. On l'attendait pas autant à niveau. Avec en plus un record en carrière cette semaine face à Denver. Il a marqué 31 points. Ça fait effectivement un très beau lieutenant. Juste pour parler un peu de l'évolution de ce joueur, en 4 ans, il est quand même passé de 7 points par match à 17,6 cette saison. Une très très grosse évolution avec un joueur qui évolue un peu à la Rudy Gobert. Ouais, et rajouter aussi que cette saison, il est le 6e au rebond dans les stats. Et ça fait un bien fou dans la raquette des Rockets qui est un peu en difficulté. Ouais, qu'ils ont besoin, c'est ça. En fait, c'est comme je dis, il a la Rudy Gobert, il protège le cercle, il pose des écrans, et puis pour à la fin venir claquer son dunk ou son alley-oop. Il est même un peu meilleur que Rudy au scoring, mais sachant que en fait, dès que Harden n'a pas la possibilité d'aller mettre ses points ou d'aller au cercle, il fait la passe à Capella qui va dunker. Ouais, Gobert n'a
peut-être pas la chance d'avoir un James Harden à côté de lui. Mais enfin, tout ça pour dire que, pour moi, Clint Capella, pour l'instant, des statistiques presque dignes d'être un All-Star. Ouais, ça sera peut-être un peu court parce que dans la raquette, il y a beaucoup de monde. Mais il pourrait, dans les années à venir, être un All-Star définitivement. Allez, on enchaîne. Du coup, Victor, on passe aux news de la semaine et on voit ça juste après ce jingle. Allez, on commence tout de suite, Victor, avec une première news un peu nostalgique parce que ça fait plaisir de parler de lui, Dwayne Wade. Qui est rentré dans l'histoire cette semaine en devenant le 3e joueur après LeBron James et Michael Jordan à combiner plus de 20 000 points, dont 500 tirs à 3 points, 5 000 assists, 4 000 rebonds, 1500 interceptions et également 800 blocs. Des stats complètes pour un joueur complet. C'est phénoménal. C'est tout simplement phénoménal. Alors oui, il a l'âge, on sait, c'est sûrement sa dernière saison. Mais alors des stats comme ça, 20 000 points, 5 000 passes, 4 000 rebonds, c'est fou. Ah, c'est fou et ça le fera sans aucun doute rentrer au Hall of Fame en fin de carrière dans quelques années. De toute façon, on n'en doutait pas. Mais effectivement, sa place est déjà inscrite. Autre info, et c'est une info dont on va un petit peu s'attarder, puisque Tom Thibodeau, le coach, ou plutôt l'ancien coach des Minnesota, puisqu'il a été remercié dimanche à la suite de la victoire pourtant des siens contre les Lakers. Alors, viré alors qu'il a gagné, oui. L'ancien coach du coup des Timberwolves n'aura donc pas résisté au mauvais début de saison des siens. Hein. Il est parti avec un bilan de 19 victoires pour 21 défaites. Forcément, c'était en dessous des attentes des dirigeants qui visent forcément les playoffs. On le sait, à l'Ouest, rien n'a encore joué. Alors à savoir si c'est peut-être dû donc à ce mauvais début de saison. Est-ce que c'est dû aussi peut-être au bazar autour de Jimmy Butler? On en avait parlé au début de saison. Ça avait mis quand même un mauvais climat dans le vestiaire. Il faut rajouter que Thibodeau était également le GM de cette franchise et c'est sûrement à cause de cette mauvaise gestion du dossier Butler qui perd son poste. Et du coup, à Minnesota, ils ont dit si on le vire en tant que GM, on peut pas le garder en tant qu'entraîneur non plus. Je pense que ça a joué le fait qu'il cumule les deux postes. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça en fait sûrement aussi partie. Alors en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a été remplacé jusqu'à la fin de la saison par Ryan Saunders, donc du célèbre entraîneur de Minnesota, Flip Saunders. Ça fait de lui le plus jeune entraîneur à siéger sur un banc NBA puisqu'il n'a seulement que 32 ans. Voilà, il a un rôle d'entraîneur en chef. Il a d'ailleurs remporté son premier match face à OKC, un match d'ailleurs complètement fou, marqué par les 40 points d'Andrew Wiggins. Et voilà, et c'est un nouveau coach, et on a l'impression que ça fait du bien à cette franchise. Il a d'ailleurs été célébré par ses joueurs en fin de match. Assez fou. Ouais, ils lui ont tous un peu sauté dessus, comme si c'était presque un titre finalement. Et puis il semble libéré. Il a l'impression que ce licenciement et ce changement de coach fait du bien. Et c'est peut-être de bon augure pour cette deuxième partie de saison pour aller chercher justement ce top 8 à l'Ouest. Ouais, qui va pas être évident à prendre, surtout qu'à l'Ouest, on sait, c'est très relevé, surtout dans cette course à la 8e place. Mais voilà, ça libère des joueurs. Andrew Wiggins qui fait un match fou, on va voir s'il confirme. Un match à 40 points, ce sera sûrement pas tous les jours. Maintenant, s'il monte des matchs à 25-30 points à chaque fois, avec un Karl Anthony Towns à côté qui fait une très bonne saison aussi, à voir ce que ça peut donner. Et finalement, comme on disait il y a quelques semaines, le départ de Jimmy Butler, et pour cette équipe, en tout cas, pas pour le coach Thibodeau qui s'est fait virer, mais pour cette équipe, c'est vraiment très positif. Ouais, ça fait beaucoup de bien. C'est ce que j'avais dit un peu. Hein. Butler, c'était le cancer de cette équipe. Et son remplacement fait beaucoup de bien. Je vous annonce d'ailleurs, je sens que Karl Anthony Towns sera très vite dans notre classement des meilleurs joueurs. Ah, c'est compliqué quand même. Il est toujours très bon au rebond. Maintenant, au scoring, il a un peu de mal à dépasser les 30-35 points. Donc, C'est annoncé. On verra la suite. La dernière fois qu'on a fait une annonce sur ce podcast, ça ne s'est pas très bien passé. Oui, mais c'était la tienne. On verra comment ça passe. Allez, dernière news, Victor, sur le fameux James Harden. Qui continue à nous impressionner de semaine en semaine. Et cette semaine, du coup, il a égalé Tracy McGrady avec 14 matchs consécutifs à plus de 30 points. Et du coup, il se rapproche du record de Kobe Bryant, qui a enchaîné 16 matchs consécutifs à plus de 30 points. Et attention, petite info intéressante, c'est que le prochain match de Harden, c'est contre les Cavs. Une équipe qui est en grande difficulté cette saison, donc marquer plus de 30 points devrait être une formalité pour lui. Il devrait être à 15. Et on peut rajouter en plus qu'il est également, il reste également sur 40 points marqués lors des 8 derniers matchs. Il marche sur l'eau. Ouais, complètement. Et que ce soit petite ou grosse équipe, il enchaîne les perfs, quoi.
Ouais, on l'a vu là sur ce match qu'on a vu d'ailleurs ensemble, Victor, entre Golden State et Houston. Un match honnêtement exceptionnel, l'un des plus beaux matchs que j'ai vu cette saison. Un match qui a fini en prolongation et avec une victoire sur le fil des Rockets 135-134. Euh, Ça s'est fini au bout de la nuit, mais ça valait le coup. Ça valait le coup et c'est pas la seule perf où il est très très bon. Par exemple contre les Bucks récemment où il a fait un début de match un peu difficile et malgré la défaite il s'est largement rattrapé et a enchaîné un nouveau match à plus de 30 points. Donc il est là que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, il fait ses stats et il bat tous les records tout simplement. Ouais, en fait, finalement, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que quand il fait un mauvais match, il en met que 30. Et quand il fait un bon match, il peut monter à 40, 50 sans pression. Problème, ouais, c'est ça, c'est exceptionnel. Allez, on va enchaîner, Victor, avec la question de la semaine. Question qui, cette semaine, ne concernera pas les joueurs. On voit ça juste après le jingle. Allez, comme je disais, Victor, on parle tout le temps des joueurs. On va parler cette fois-ci des autres stars de la NBA, à savoir les arbitres. Ce sont forcément aussi des acteurs, hein. Sans eux, le jeu ne pourrait pas avoir lieu. Ils sont intouchables, protégés par la NBA. Aucune remarque ne peut leur être faite. Rudy Gobert et Evan Fournier pourront d'ailleurs en attester, enfin en tout cas leur amende pourra en attester. Sauf que voilà, on a clairement l'impression qu'ils ne sifflent pas tout le monde pareil. Et nous, on a un peu envie d'en parler de ces arbitres, sans risquer de prendre d'amende. Je pense, Victor, nous, on risque rien. Ouais, je pense que nous, on devrait être tranquille de ce côté-là. Du coup, Victor, la question de la semaine, c'est la suivante. Est-ce que les stars ne seraient-ils pas avantagés par l'arbitrage? Et à contrario, est-ce que les rookies, ou en tout cas les non-stars, ne seraient-ils pas sursifflés, peut-être un peu pour compenser? Alors, je vais répondre en deux temps. Peut-être que les rookies et autres joueurs ne sont pas sursifflés. En revanche, c'est sûr et certain que les stars ont des privilèges. Que ce soit Westbrook, Durant et James Harden cette saison, et d'ailleurs la saison dernière aussi. Beaucoup de fautes leur sont sifflées alors qu'il n'y a pas faute. Des marchés leur sont pas sifflés alors que parfois ils enchaînent 15 pas. Ouais, il y a des marchés flagrants qui sont pas sifflés, alors que des parfois tout petits marchés le sont à des rookies. Voilà. Je pense notamment, on en parlait de ce match entre Golden State et Houston, où en fin de match, sur une action complètement folle, où il y a égalité, Kevin Durant fait une passe d'ess à Stephen Curry, sauf qu'il a les deux appuis 30 cm en dehors du terrain, et les arbitres ne prennent même pas la vidéo, pas de souci, l'action est marquée. C'est difficile à comprendre parce que, à l'œil nu, pendant l'action, tout le monde l'avait vu qu'il était largement en dehors des limitations du terrain. Et non, ils ont accordé la passe et donc les points. Et ça aurait pu mal tourner puisque c'était dans le money time, mais finalement les Warriors auraient pu gagner un match qu'ils ont finalement perdu. Et sans ces 2 points, la fin de match n'est pas la même. Beaucoup de joueurs se plaignent aussi également des fautes, par exemple des fautes sifflées à James Harden qui parfois shoot 20 lancers francs par match. Alors lui se défend et dit que ils ont qu'à arrêter de faire faute s'ils veulent arrêter qu'ils shootent des lancers francs. Mais on sait que parfois c'est quand même très léger. Il n'y a pas toujours faute. C'est vrai que les arbitres ont le coup de sifflet facile quand c'est lui qui prend ses shoots, notamment quand il va au cercle. Dès qu'il y a un léger contact, c'est faute directe et souvent lancer franc. Mais du coup, la question, Victor, ça serait plutôt quoi faire? Parce que oui, on le sait, les stars en NBA sont protégés. Il faut faire attention à eux, forcément. Faudrait pas qu'ils se blessent. Mais comment faire pour un peu équilibrer tout ça? À mon avis, il faudrait soit moins siffler de faute quand c'est moins flagrant, soit faire plus appel à la vidéo quand c'est flagrant que le coup de sifflet est Qu'il y a mauvais, une erreur. qu'il y a une erreur. Ils devraient pouvoir revenir sur leur décision, ce qui n'est pas le cas, ils n'ont pas le droit, la plupart du temps. Ils devraient aussi peut-être plus siffler de fautes pour des joueurs un peu moins stars, comme des Nikola Jokic récemment, où on lui a sifflé un marché. Il y avait certes marché, mais à n'importe quel All-Star n'aurait pas été sifflé. Dans ce cas-là, on fait la part des choses et on ne lui siffle pas, on lui laisse passer. Ou à l'inverse, on siffle à tout le monde et on égalise finalement. Ouais, on rappelle juste quand même pour ceux qui ne savent pas qu'il y a effectivement la vidéo en NBA, mais seulement sous certaines conditions. Par exemple, une faute a été sifflée, juste aller voir si ça vaut une faute normale ou une faute flagrante, etc. Mais par exemple, si on le voit sur la vidéo qui a marché, l'arbitre ne peut pas revenir et dire non, il y a marché. On reste quand même sur la décision qui a été prise en premier lieu. Après, c'est vrai que si on pouvait revenir sur cette décision à chaque fois, le match serait bien plus long, beaucoup plus d'arrêts de jeu, et c'est pas... La NBA ne tend pas vers ça à l'heure actuelle. Non, on est d'accord. Maintenant, quand l'action vient de se terminer et que le joueur a 2 appuis dehors sur une passe, on a le droit de dire qu'il y a touche et de refuser le panier. D'ailleurs, il y a un exemple assez frappant cette saison qui concerne Rudy Gobert. On se souvient, il y a quelques semaines, il s'était énervé et avait
avait fait valdinguer, comme on pourrait dire, une bouteille d'eau et un verre sur la table des arbitres, avait été évidemment exclu par les arbitres. Et quelques semaines plus tard, c'est Westbrook qui a fait exactement la même chose, et lui n'a pas été sanctionné. Du coup, est-ce qu'il y a un petit... Je sais pas ce qu'on peut dire. Ouais, Voilà, il y a clairement un avantage donné à c'est un Westbrook. peu la même chose. Il y a un autre match, ça me fait penser à un match justement de Philadelphie, où il arrivait un petit peu la même chose. Alors un joueur, je me rappelle plus du nom, mais peu importe, qui avait eu une virulente altercation, mais vraiment quelque chose qui peut engendrer une expulsion. Les joueurs n'avaient pris qu'une faute technique, et peut-être 5 minutes après, Jimmy Butler, qui lui a un geste d'humeur honnêtement pas plus déplacé, mais qui lui se fait expulser directement. Sûrement dû parce que c'est Jimmy Butler, parce qu'on connaît son passif et que du coup les arbitres sont moins tolérants. Oui, ils sont moins tolérants avec lui, parce qu'on connaît son tempérament, qu'on peut qualifier de tempérament de merde, et qu'il a une réputation à faire tenir d'ailleurs. Et du coup, les arbitres l'ont un peu dans le collimateur, alors qu'ils n'ont pas d'autres stars comme il pourrait l'avoir lui. Je pense que sur ça on peut passer à la suite, il n'y a pas d'autres mots à dire. On va donc enchaîner sur la dernière partie de ce podcast avec la perf de la semaine. Elle a été encore monstrueuse et elle est signée James Harden, je vous spoil. Et puis les MVP de la semaine, on voit ça juste après le jingle. Et du coup, Victor, on commence tout de suite par cette perf de la semaine, comme je l'ai dit, signé El Barboud. James Harden qui nous claque un nouveau triple-double monstrueux. 44 points, 10 rebonds, 15 assists. C'est là où il se démarque vraiment, il rajoute 2 blocs. Tes assists pour Clint Capella d'ailleurs. Oui, quasiment tout le temps. Évidemment, il est à 41% au shoot, mais 44 à 3 points. Une marque de fabrique pour lui, hein, il prend plus de shoot à 3 points, il les met tout autant. Donc il est vraiment monstrueux et c'est donc notre meilleur joueur de la semaine. Ouais, une perf complètement folle, on va le voir. Hein. De toute façon, il a encore fait une semaine de très haut niveau, un peu moins haut niveau que la semaine dernière, mais en même temps, la semaine dernière était monstrueuse, mais on verra ça dans un instant. On va commencer d'abord par un joueur dont on n'a pas encore parlé, mais qui le mérite, Nikola Jokic, le joueur des Denver Nuggets. Cette équipe qui, je rappelle, est quand même première à l'Ouest, avec un bilan de 27 victoires et 12 défaites pour le bilan total. Il fait des très très bonnes stats. Le bilan global, c'est de 19 points, 10 rebonds, 7 passes. Mais cette semaine, il est à 29 points, 12 rebonds et presque 7 passes, 10 points au-dessus de sa moyenne de saison. Et ça, ce sont des vraies stats dignes d'un leader d'équipe, à 55% au tir, 40% à 3 points. Ça fait vraiment plaisir de voir un joueur comme ça. Ouais, ça fait du bien et ça confirme que les Nuggets sont en forme et c'est surtout grâce à lui, tout simplement. Oui, exactement. Et on enchaîne sur un autre joueur, Victor. Ouais, avec Anthony Davis, il est souvent dans nos classements, qui lui fait une semaine à 32 points, quasiment 16 rebonds, 4 passes. Un classique pour lui, même si c'est un poil meilleur que ses moyennes de saison. Il tourne à 30 points, 13 rebonds et 4 assists pareil. Donc il est un poil meilleur, avec un gros pourcentage au shoot à 58%. Malheureusement, derrière la ligne des 3 points, il est un peu moins bon, où il tourne à seulement 30%, mais c'est pas son point fort. Et donc on sait que c'est pas là où il va être transcendant. Non, c'est sûr. Et puis dans le même registre un peu, Giannis Antetokounmpo qui lui fait aussi une très bonne semaine. Alors lui, pour le coup, c'est un habitué de ce podcast. Il est souvent parmi nous. Il a à peu près les mêmes stats qu'Anthony Davis, à savoir 29 points, 14 rebonds et 5 passes, à 54% au tir, à 27% à 3 points. Là, on a l'impression d'avoir un copier-coller, Ouais, c'est-à-dire les jumeaux, finalement. ouais, bon près du cercle, un peu moins bon à 3 points, c'est pas leur registre. Et en tout cas, une très bonne semaine. Oui, une très bonne semaine. Et il faut d'ailleurs rappeler que les Pelicans et les Bucks ont le même bilan sur cette semaine, soit 3 victoires et 1 défaite. Donc vraiment, c'est deux joueurs qui ont fait des performances calquées les unes sur les autres. Ouais, ce mot aussi est assez fou. Victor, et on enchaîne du coup avec le fameux, encore une fois, c'est la 4e fois consécutive qu'on l'élit MVP de ce podcast. Je vous en supplie, les autres joueurs, si vous m'entendez la semaine prochaine, qu'il y en ait un qui sorte du chapeau une semaine folle, parce que presque on n'en peut plus. Hein. Ouais, et encore une fois, une semaine folle, avec presque 40 points, quasiment sa deuxième consécutive. Il est à 39 points, 8 rebonds et 10 passes. Il est presque encore une fois en triple-double sur cette semaine. Bon voilà, il n'y a plus rien à dire sur lui, hein. Il est à 40% au shoot, 38% à 3 points. Il me semble que son pourcentage à 3 points a un peu diminué cette semaine. Mais bon, quasiment 40% à 3 points, c'est déjà très 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 acceptable. Si ce n'est plus qu'acceptable d'ailleurs, c'est très bon finalement. Et voilà, c'est 39 points
c'est un tiers des points de son équipe. Ouais, Quoi, on à chaque voit, match. et puis on voit clairement, c'est un tiers des points de son équipe, mais pour un tiers des paniers pris, enfin des tirs pris, parce que surtout là, en l'absence de Chris Paul, il prend 29 tirs par match, dont 18 à 3 points. Il prend 18 tentatives à 3 points par match. C'est là où on peut voir un petit bémol, c'est que on a l'impression qu'il surjoue un peu son jeu. Maintenant, il est si bon que même en surjouant, bah, il survole en fait la NBA. Ouais, après, il faut être honnête aussi, hein, à Houston, qui, à part lui, en l'absence en plus de Chris Paul, peut prendre les choses en main, sachant que il nous fait pas un peu comme Westbrook pouvait faire l'année dernière à jouer tout seul. Il est encore à 10 passes et demi de moyenne. Et il est souvent à plus de 5, 6, 7 passes de moyenne. Donc il joue au collectif quand même. Ouais, mais c'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs du duo avec Capella, c'est que les deux se comprennent bien et que Harden le trouve très très régulièrement dans la raquette. Et ce qui fait gonfler donc ses stats. Ouais, c'est pour ça que c'est une belle surprise. Et c'est pour ça que, clairement, pour moi, à partir de là, cette semaine, Houston redevient un candidat très 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 sérieux au titre, clairement. Ouais, clairement. Mais c'est principalement grâce à leur duo. Parce que Chris Paul, même s'il fait une saison très correcte, il n'est pas transcendant dans cette équipe. Et d'ailleurs, on le voit sur son absence, où finalement les Rockets ne pâtissent pas de cette absence. Ouais, exactement. Et puis, comme on disait en début de podcast, on a l'impression que Golden State est encore un petit peu sur la réserve. Là, Houston, qui déroule complètement en l'absence de Chris Paul, alors que quand même, on peut le dire, OKC et Denver, à contrario, on a l'impression qu'ils sont en plein régime. C'est pour ça que je pense que clairement, dans les semaines à venir, le classement à l'Ouest pourrait être bouleversé et on pourrait retrouver nos deux têtes de série en première place. Ouais, c'est à voir, surtout si les Nuggets continuent leur saison finalement, hein, parce qu'ils seront peut-être pas faciles d'aller chercher. Hein. Ils ont déjà 27 victoires, il me semble que les Warriors sont à 21, 22 ou 23 aux alentours, donc déjà 4 victoires de retard, ce sera pas facile à aller chercher. Non, c'est sûr. Allez, on va conclure, Victor. Juste avant, comme d'habitude, le programme des matchs à suivre cette semaine. On en a sélectionné que 2, mais des gros matchs, des gros duels. Le premier, un Golden State à Denver, justement. Ce sera mardi soir à 3h, un petit peu tard, mais un choc clairement à l'Ouest, puisque y a comme objectif tout simplement la première place. Mardi soir, peut-être, attention, faudra voir la date, mais ça peut être le premier match de Boogie, qui va peut-être faire son retour. Je ne suis pas sûr de cette info. Ouais, ça peut être ce mais match ou celui d'après, mais voilà, ça se va être jouer, par là. ça va se jouer dans ces eaux-là, donc à voir s'il fait son premier match contre Denver, ce qui serait une belle anecdote pour voir ça. Ouais, le deuxième match qu'on a sélectionné, on a eu le choc à l'Ouest, on va passer au choc à l'Est de la semaine. Ce sera Toronto à Boston. Ce sera cette fois-ci mercredi à 2h. On le sait, hein, à l'Est, ils sont à peu près 5 équipes à se battre avec Toronto, Boston, Indiana, Milwaukee, à se battre voilà, pour cette première place, en tout cas pour ce top 3. C'est un beau choc. Boston qui a gagné en plus à Indiana là, cette semaine. Attention, ils peuvent eux aussi être sur la remontée. Ouais, ça va être intéressant de voir comment ils vont, puisque même si en début de saison ils ont accumulé les défaites, là c'est depuis quelques semaines, ils enchaînent victoire sur victoire avec des perfs à chaque fois, un joueur au-dessus des autres, mais c'est pas toujours le même. Ça peut être Kyrie, ça peut être Jalen Tatum, ça peut être Jalen Brown déjà d'ailleurs. Voilà, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent enchaîner des très très grosses perfs et ça fait beaucoup de bien aux Celtics. Ouais, c'est très très bien dit. D'ailleurs, sur ce match entre Boston et Indiana, ils sont 8 joueurs de l'effectif à plus de 10 points, dont 3 à plus de 20 points. Et les 13 joueurs ont marqué. C'est-à-dire que les 13 ont joué, les 13 ont marqué. Ça montre tout simplement que ouais, il n'y a pas forcément un joueur exceptionnellement au-dessus de l'autre, mais que c'est une équipe rodée et que vraiment ils se trouvent, ils jouent ensemble. Ça fait plaisir à voir Et aussi. c'est pour ça qu'ils seront sûrement redoutables arrivés en play-off, parce que il n'y aura pas un joueur qui voudra surjouer a priori comme la saison dernière. Ils seront tous là au scoring, tous importants, et ils peuvent faire très très mal. Ouais, et puis il y a quelque chose à faire à l'Est, hein, on le sait, à chaque fois, il y a des places à prendre, il n'y a personne qui est vraiment numéro 1 pour aller directement en finale, ils vont batailler, donc il y a quelque chose à faire forcément. Allez, on va donc conclure sur ça, Victor. Merci à tous de nous avoir suivis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait plaisir, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous si vous aimez, nous ça nous ferait aussi évidemment très plaisir. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne semaine basket. On se retrouve dès la semaine prochaine.